vous avez dans mon dos est une image générée par l'intelligence artificielle, je vous rassure. Ces enfants n'existent pas. Ou du moins, j'ai plutôt envie de vous dire, ces enfants, à mon avis, correspondent à beaucoup d'enfants. Alors j'ai demandé à ChatGPT, génère-moi une image avec des enfants pas contents dans une salle de classe. Ça lui a pris 3 secondes, hein, c'est assez magique. Hein, voilà, et ça donne ça. Et ce dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est de la place, du rôle de l'institution, hein, de l'institution vraiment école, de l'école comme institution plutôt, dans la question du traitement des enfants, avec un titre qui est évidemment un petit peu un calembour, un jeu de mots, à savoir, est-ce que, ça y est, je spoil, est-ce que l'école peut être à hauteur d'enfants ? Je précise tout de suite que je parle avec une casquette qui est une casquette d'historienne de l'éducation. Donc je vais forcément faire un détour par le biais de l'histoire de l'éducation, en vous montrant que cette question-là, évidemment, c'est une question aussi qui a une histoire, c'est une question qui s'inscrit dans le temps long et que nous sommes loin d'avoir résolue. Et comme je suis une historienne, je vais commencer par vous raconter 2 histoires. La première histoire, elle a lieu en 1932 dans un petit village du sud de la France où il y a une école avec une seule classe et le maître d'école s'appelle Célestin Freinet. Vous en avez sans doute entendu parler, je reviendrai sur l'éducation nouvelle. En 1932, Célestin Freinet a un élève qui s'appelle Diaz et qui, comme tous les autres élèves, écrit ce qu'on appelle un texte libre, hein, ce que Célestin Freinet appelle un texte libre. Il avait dit, vous avez toute liberté d'écrire ce que vous voulez, il n'y a absolument aucun problème, je ne vous censurerai jamais. Hein. Donc, de manière déjà une première perversion de l'institution, hein, qui est de dire, vous avez toute liberté, je ne vous censurerai jamais. Et Diaz écrit son rêve. Et son rêve, je vous laisse le lire, hein, mais son rêve, c'est qu'il va tuer le maire du village. Le maire qui est un militant d'extrême droite, on est dans les années 30, hein, donc qui appartient à une ligue d'extrême droite, et Célestin Freinet avait l'habitude d'imprimer les textes de ses élèves et ensuite de les distribuer dans tout le village. Donc autant vous dire que le maire a moyennement apprécié et qu'il a dénoncé Célestin Freinet auprès de l'institution et que l'institution n'a cessé de harceler hein, Célestin Freinet qui a été accusé d'endoctriner ses élèves, d'appeler au meurtre, d'appeler à la violence, etc. Et qui s'est défendu de la manière suivante. Il a dit, écoutez, c'est un rêve, on est en 1932, on est en plein essor de la psychologie, de la psychanalyse, il était passionné par la psychologie et la psychanalyse, il dit, c'est un rêve, c'est symbolique, il n'a pas envie de tuer le maire. Et c'est son argumentation de dire, c'est de l'ordre du rêve, c'est de l'ordre, en fait, de la psychologie de l'enfant. Et l'institution reste sourde à ça, hein, ça ne passe pas, il sera blâmé, et c'est le début de ce qui va aboutir à son déplacement d'office. Donc vous voyez, déjà, premier cas hein, d'une tension à l'intérieur même de l'institution. Deuxième cas, 40 ans plus tard, alors certains doivent se souvenir hein, de cet événement. En 1973, le 8 février 1973, dans le 19e arrondissement, un collège, le collège Pailleron, prend feu un soir et en 15 minutes, c'était un collège en préfabriqué, en 15 minutes s'effondre donc sous l'incendie. Alors, vous allez me dire quel est le rapport avec le sujet. Très vite, quelques jours plus tard, on apprend que c'est un élève de 14 ans, Patrick, qui est allé mettre le feu à son collège un soir, pensant qu'il n'y avait personne dans le collège. Il se trouve que ce soir-là, les cours du solfège avaient été délocalisés dans le collège, mais Patrick ne le savait pas. Il va mettre le feu à son collège, et lorsqu'il est arrêté, enfin lorsqu'il avoue et lorsqu'il est arrêté, il dira à la police « Je ne voulais pas qu'on me mette dans la classe des déchets ». C'était comme ça qu'on appelait la classe, qui était l'équivalent, vous savez, des classes d'insertion, des classes SECPA, etc. à l'époque, en 1973. Et donc, pour protester contre cette décision du conseil de classe, qui était de le mettre dans cette classe d'élèves en difficulté, qui était surnommée dans le collège lui-même la classe des déchets, il a mis le feu à son collège. Pour la petite histoire, hein, l'ensemble des familles de victimes s'est constitué en association et a déclaré immédiatement
que le principal coupable n'était pas l'enfant, que c'était l'institution qui avait eu un certain nombre de défaillances dans la construction du collège. Je ne suis pas certaine qu'aujourd'hui on défendrait encore à ce point l'enfant. En tout cas, vous avez ici donc un deuxième exemple d'une institution maltraitante. Hein. On est en pleine démocratisation scolaire, on est 2 ans avant le collège unique, c'est-à-dire à un moment où il y a un grand discours sur « il faut accueillir tous les enfants », et on est encore à un moment où l'institution génère une violence extrêmement forte parce qu'au lieu d'intégrer ou au lieu d'inclure, elle exclut. Ces 2 exemples me permettent de mettre en avant une tension. Vraiment, c'est le terme qui me semble le plus approprié et c'est celui sur lequel je travaille beaucoup. Une tension qui est à l'origine même de l'école républicaine. Souvent, vous avez, dans le monde militant, en tout cas, dans une version un peu radicale, on vous dit l'école républicaine, c'est la caserne, c'est la prison, c'est Michel Foucault, c'est surveiller et punir, etc. Et puis ça s'arrête là. En réalité, la tension, elle est réelle. Dès le début, dès l'école de Jules Ferry, vous avez un double discours. Un premier discours qui est celui que, oui, l'école va servir à contrôler, à surveiller, à disciplinariser. C'est pas pour rien qu'on parle de discipline scolaire et qu'on parle de programme scolaire. Vous voyez à quel point les mots sont forts. Hein, à disciplinariser, à programmer, à contrôler, à surveiller l'enfance. Mais elle va aussi, en même temps, comme dirait l'autre, permettre aux enfants d'acquérir un esprit critique. Je vous ai mis l'expression, elle est de Ferdinand Buisson. Ferdinand Buisson, c'était le directeur général de Jules Ferry. Hein, d'acquérir un esprit critique. Donc on est dans une vraie tension entre une institution qui se donne pour mission à la fois, et évidemment c'est intenable, et je pense que là on tient une clé d'interprétation justement de la bientraitance, de la maltraitance plutôt, à la fois d'émanciper et de contrôler. Et c'est intenable parce qu'évidemment on ne peut pas émanciper en contrôlant. Je vous donne une autre petite anecdote. Lorsque Jules Ferry, lorsqu'il y a les lois Ferry, hein, pour le faire vite, vous avez un certain nombre de règlements sur la construction des écoles. Et dans les règlements, on va jusqu'à donner la taille des murs. Et la taille des murs, là où doivent être mis les fenêtres plutôt, hein, c'est à 1,20 m pour que les enfants ne voient pas ce qui se passe dehors. Vous voyez, c'est absolument extraordinaire, hein, symboliquement. Alors évidemment, cette tension, elle a été tout de suite dénoncée par un certain nombre de courants. Célestin Freinet appartient au courant qu'on appelle le courant de l'éducation nouvelle. Ce n'est pas le seul, hein. L'un des emblèmes de l'éducation nouvelle, c'est Adolphe Ferrière, qui a écrit un livre en 1922 qui s'appelle « L'école active ». Et je vous laisse lire ce qu'il écrit immédiatement hein, comme diagnostic en fait, hein, de l'existant, hein, diagnostic de l'école telle qu'elle fonctionne en 1922. Vous voyez, l'enfant aime la nature, donc on le met dans des salles closes. L'enfant aime voir son activité servir à quelque chose, donc on lui fait faire des choses qui ne servent à rien. L'enfant aime bouger, donc on l'oblige à se tenir immobile, etc., etc. Vous avez là hein, vraiment le diagnostic posé sur les dysfonctionnements de l'école républicaine, comme je vous le disais, avec au sein de l'éducation nouvelle, mais on n'aura peut-être pas le temps de revenir dessus, mais je le jette quand même comme un pavé dans la mare, au sein de l'éducation nouvelle, un clivage qui ne sera jamais résolu, qui est le clivage d'ailleurs qui est incarné par le couple, entre guillemets, Montessori-Freinet. Ce clivage, c'est de savoir si, dans l'institution, l'enfant doit être considéré uniquement comme un être biologique et psychologique, auquel cas on est dans une perspective d'individualisation de l'accompagnement, ou au contraire, donc ça c'est plutôt la version Montessori, ou au contraire, est-ce que l'enfant doit être considéré comme un acteur social, c'est-à-dire à penser dans le cadre d'un environnement collectif, y compris, quitte à le former pour lui donner la possibilité, l'envie, le désir de changer le monde, hein, de faire de lui un citoyen éclairé pour changer le monde. Ça, c'est plutôt la version Freinet. Et puis dans l'éducation nouvelle, je ne pouvais pas ne pas parler de Korczak, que vous connaissez sans doute, qui est le parrain des droits de l'enfant. Je vous rappelle qu'il y a une déclaration des droits de l'enfant qui date de 1959 hein, et qui est loin d'être aujourd'hui appliquée. Korczak est un pédagogue particulièrement intéressant, polonais, et que l'on connaît aussi parce que en 1942, dans le ghetto de Varsovie, il était responsable d'un orphelinat
Et lorsque les nazis sont venus arrêter les enfants, il a demandé à être déporté avec les enfants. Il est mort avec les enfants à Treblinka. Cette tension, on la trouve encore aujourd'hui à travers un certain nombre d'exemples. Alors je vous en ai mis là ceux qui me semblent les plus emblématiques, mais on pourrait sans doute en trouver d'autres. J'ai parlé des programmes surchargés. Alors les programmes surchargés, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça conditionne une forme de pédagogie qui est une pédagogie de l'accélération, qui est une pédagogie du gavage d'oie, hein, qui est une pédagogie qu'un pédagogue, Paulo Freire, appelait la pédagogie bancaire. On prend, et puis on ne s'arrête pas pour réfléchir. Hein. Donc ça, c'est déjà une première forme de maltraitance. C'est la fameuse standardisation des pratiques pédagogiques. Vous avez aussi des micro-violences verbales, ça c'est quelque chose que l'on connaît, hein, qui est inhérent à l'absence de formation des enseignants sur la façon dont on s'adresse aux enfants, hein, du genre, je sais pas, ça nous est arrivé dans notre lycée il n'y a pas très longtemps, hein, ma grosse, tu te réveilles. Ah, donc évidemment, quand on s'adresse comme ça à un adolescent de 15 ans, vous pouvez imaginer ce que ça peut provoquer. Vous avez une maltraitance qui est cette fois beaucoup plus institutionnelle, pareil, hein, inhérente à la logique même hein, de l'école républicaine, qui est celle de la concurrence, et notamment du classement, et du classement par les notes. Vous avez peut-être été, en tant qu'élève, celui qui était à la fin du tas, hein, vous savez, voilà, les profs qui classaient les copies, ça se fait plus beaucoup, mais enfin, vous avez quand même encore un classement par la note. Vous avez aujourd'hui, avec les réformes récentes, ce système de classement et de concurrence qui est aggravé avec les groupes de niveau, où là vraiment on a une logique de tri social, je pourrais y revenir si vous voulez, mais je manque de temps, et puis bien sûr le tri par excellence qui est Parcoursup. Vous avez également, et je pense que ce n'est pas suffisamment dit, ce que j'ai appelé moi une canalisation des expressions citoyennes. C'est-à-dire la fondation, la création de micro-institutions à l'intérieur même de l'institution qui sont censées organiser en fait la compétence sociale, comme on dit, hein, les compétences sociales, qui sont censées faciliter les pratiques citoyennes à l'intérieur des établissements. Le CVL, par exemple, vous avez l'équivalent au collège aussi, hein, donc ce sont des conseils qui sont là, dans lesquels les lycéens peuvent se retrouver et puis peuvent décider des choses pour l'établissement, etc. Alors c'est très bien, on ne va pas dire que c'est pas bien, mais évidemment quand on travaille dans un lycée, on voit bien comment ça se passe. Vous avez celui qui dit « Bon, hey, il nous faut un éco-délégué là. » Un quoi? Un éco-délégué. Il faut un éco-délégué. Tiens, tu veux bien être éco-délégué? Oh non, mais c'est quoi éco-délégué? Bah si, tu vas porter la cause de l'écologie. Mais c'est quoi? Vous faire des réunions? Bon, il y en a 2 par an. Bon, d'accord. Voilà. Donc évidemment, si vous voulez, en matière de mobilisation et de conscientisation citoyenne des lycéens, vous avez un petit peu mieux. Toujours dans le cadre d'une forme de maltraitance, l'idée de l'uniforme, que j'adore, hein, je trouve que c'est une idée absolument excellente, je rigole évidemment, hein, mais cette ancienne-là, hein, de ce retour, hein, qui n'a jamais été là en fait de l'uniforme, mais en tout cas dans le discours, ce discours porté sur l'uniformisation, parce que c'est ça qu'il faut entendre en réalité. Hein. En réalité, évidemment, c'est le fait de dire, bon, oui, il y a des élèves différents, bon, il y en a qui souffrent, il y en a qui sont plus pauvres que d'autres, et bien si on cachait tout ça sous des uniformes, ce serait quand même bien pratique. Hein. Et puis si vous l'accompagnez de moments rituels où il faut faire des saluts et au drapeau et où il faut apprendre à bien se contrôler, le SNU, là vous êtes complètement dans une logique de confiscation de toute forme de mobilisation. Et la dernière chose qui nous concerne aussi, c'est une externalisation, une judiciarisation des désobéissances au règlement intérieur. Alors qu'est-ce que je veux dire par là? Vous avez souvent aussi des discours qui disent « Ah, les conseils de discipline, c'est vraiment l'horreur, c'est le compte de la maltraitance, etc. » C'est vrai que ça se passe très mal, les conseils de discipline. Sauf que ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que plutôt que de passer par les instances propres à l'institution, les instances de régulation judiciaire propres à l'institution, vous avez immédiatement un passage par le commissariat de police et ensuite un passage par le tribunal. Donc vous avez une forme de délégation, hein, comme une institution qui se déleste sur le judiciaire, sur le policier et sur le judiciaire, plutôt que de régler en interne les difficultés. Or, ces instances de régulation interne, elles ont été pensées avec un prisme éducatif. Donc, si vous court-circuitez ça, ben, vous voyez ce que ça veut dire, hein, on est vraiment dans quelque chose qui est plutôt de l'ordre du répressif et de l'autoritaire. Et c'est pour ça qu'il faut, à mon avis, politiquement,
défendre les conseils de discipline, les repenser évidemment, mais les défendre parce que ce sont encore des sas de protection des enfants. Tout cela, j'ai pas fait attention au temps, je ne veux pas trop déborder, tout cela peut parfois confiner à de véritables souffrances. Hein. On peut facilement passer de la violence à la souffrance, des souffrances à l'exclusion, des souffrances qui ne sont pas prises en charge, ou très peu. Vous connaissez tout ça, hein, une fragilisation ou une rupture de la chaîne médico-sociale. On a un déficit qui est absolument énorme dans les établissements dans ce domaine-là. Vous avez la question du harcèlement. Alors, je pose comme hypothèse, ça peut être discutable, mais je crois vraiment qu'une piste de compréhension et d'interprétation du harcèlement scolaire, en tout cas lorsqu'il s'agit de harcèlement entre enfants, c'est précisément que le harcèlement est à mes yeux une vraie prise de pouvoir sur l'autre, un vrai rapport de domination exercé sur l'autre, et même on pourrait dire, hein, d'un point de vue symbolique, la possibilité d'avoir une puissance de vie et de mort sur l'autre. Et cet exercice de la domination, je fais l'hypothèse que c'est parce que précisément il n'y a aucun véritable travail de conscientisation citoyenne, de conscientisation à l'altérité, et que tout ça est canalisé, et que tout ça est contrôlé. C'est parce qu'il n'y a pas ce travail-là que vous avez des lieux qui s'ouvrent, comme les réseaux sociaux, par exemple, à l'intérieur d'une classe, que vous avez des espaces qui s'ouvrent, qui sont des espaces qui permettent aux enfants et aux adolescents d'exercer une surpuissance. Et à mon avis, on ne réglera pas ça avec uniquement des dispositifs phares, etc., qui existent. Il y a vraiment tout un travail à faire sur, justement, la possibilité donnée aux enfants et adolescents d'exercer des véritables responsabilités en leur nom, en tant qu'enfants, en tant qu'adolescents, en tant qu'élèves, autrement que dans des structures et des institutions contrôlées. Et puis bien sûr, vous avez les enfants en situation de handicap. J'espère que vous avez tous vu à quel point ce sont les grands absents de toutes les réformes qui ont été édictées ces dernières années. Je termine par une autre forme de violence qui me semble très importante et qui est à mon avis un impensé aujourd'hui, c'est que l'institution ne sait pas écouter les enfants. L'institution ne sait pas entendre les enfants et les adolescents. Je dis enfants au sens large. Hein. Les mots d'enfants sont disqualifiés. Je pourrais vous donner plein d'exemples. Lorsqu'il y a eu les attentats de 2015, par exemple, vous avez la ministre de l'époque de l'Éducation, Najat Vallaud-Belkacem, ministre de gauche, hein, qui a dit à l'issue de la minute de silence, il y a eu des questions d'enfants et c'est insupportable. Vous voyez, la phrase est absolument terrible. Hein. En fait, elle voulait juste dire la minute de silence a été brisée par des enfants qui ont fait du bruit, qui ont parlé, etc. Et donc, elle ajoute, et c'est insupportable. Hier, Elisabeth Badinter était en visite dans un lycée à Tours, et elle a rencontré des lycéens qui ont parlé de Gaza, et un lycéen a dit génocide. Et Elisabeth Badinter a été extrêmement choquée, et elle a dit au prof, vous laissez dire ? Vous voyez, toutes ces formules sont absolument extraordinaires. Et donc les mots d'enfants ont tendance à être pris comme des mots d'adultes. Et c'est pour ça que vous entendez, par exemple, qu'ils sont antisémites. Donc ça, c'est... À la limite, si vous dites ça, ben vous postulez qu'il n'y a plus d'éducabilité de l'enfant. Hein, c'est fini, il est fini. Hop, toc, il est antisémite. Donc il est antisémite, il est raciste. Vous avez des choses qui sont extrêmement graves. Par exemple, des enfants, des petits, hein, qui parlent arabe dans des écoles primaires. Et alors là, vous avez le prof qui vient vous voir et qui vous dit « Mais c'est pas contre la laïcité, ça ?» Vous voyez quand même la chose qui est absolument dingue. Et puis vous avez... alors, ils sont complotistes, évidemment. Hein. Le complotisme, c'est un problème qui est extrêmement compliqué. Hein. C'est un enfermement dans un récit. Hein. Mais si vous postulez qu'ils sont complotistes et qu'il n'y a rien à faire, ben c'est pareil. Hein. Évidemment, on ne peut pas les entendre et on ne peut pas agir. Et puis vous avez ce qui relève vraiment du mépris de classe, hein, pour le coup. Hein. Ils maîtrisent 500 mots. Vous allez voir, vous allez entendre cette expression. Oh là, mais qu'est-ce que vous voulez faire? C'est sûr, de toute façon, ils maîtrisent 500 mots. Donc là aussi, hein, un enfant, ça ne parle pas qu'avec des mots, puis avec 500 mots, on peut déjà dire beaucoup de choses, puis un enfant, ça a un corps aussi, hein, ça a un corps, ça dessine, ça écrit, etc. Hein, et donc, il y a évidemment d'autres manières de les entendre. Et puis, leur mobilisation. Alors là, j'ai mis Greta Thunberg, avec un petit panel de tout ce qui a été dit au moment où elle est intervenue, hein, dans la mobilisation climat, mais vous avez tous entendu... Quoi, les adolescents de seconde, ils se mobilisent pour la réforme des retraites, qu'est-ce qu'ils en ont rien à faire des retraites, ça veut vraiment dire que de toute façon c'est juste pour pas aller en cours, etc. Et donc à chaque fois que vous avez une mobilisation d'élèves, vous avez systématiquement
une disqualification, et notamment une disqualification médiatique et politique qui opère. Alors, pour terminer, une des pistes, évidemment, il y en a plein d'autres, mais moi, c'est la mienne, c'est celle qui m'intéresse parce qu'elle va poursuivre le prisme de tout ce que je vous ai décrit. Il y a aujourd'hui un véritable courant de recherche en sciences sociales, qui est un courant de recherche qui va prendre l'enfant comme une autre situation de domination, exactement comme on l'a fait avec les femmes pour l'histoire du genre ou avec les personnes racisées pour le racisme, et de dire qu'il y a un rapport de domination qui est spécifique, qui est le rapport de domination entre adultes et enfants, et l'enfant est toujours celui qui est considéré comme celui qui doit être contrôlé, celui qui doit être corrigé. C'est ce qui se dit à Bétharame, par exemple. Il devait être corrigé, parce qu'être corrigé, c'est une bonne éducation. Donc il est celui qui doit être corrigé, il est toujours celui qui manque de maturité, lorsque on veut qualifier un discours qui manque de maturité, on dit « oh là là, c'est très infantile ». Donc il est celui qui manque de maturité, il est celui qui ne peut pas penser par lui-même, et donc ce courant de sciences sociales qui essaie de replacer l'enfant au cœur d'une véritable pensée émancipatrice, c'est-à-dire de considérer l'enfant comme un individu en soi, un individu qui ne mérite absolument pas d'être dans un rapport de domination avec l'adulte, ou en tout cas pas tel qu'il est pratiqué aujourd'hui, un individu qui a son propre univers, qui a sa propre manière de penser, et dont il faut à tout prix contrôler les violences qui s'exercent sur lui. Et je vous donne deux exemples bibliographiques. Le premier, il est de Laëlia Benoît, qui est une sociologue, qui a écrit d'ailleurs une très belle tribune dans Le Monde il y a cette semaine sur Bétharame, très intéressante. C'est un tout petit livre, ça s'appelle Infantisme, c'est comme validisme, comme racisme. L'infantisme, c'est la discrimination qui est exercée à l'égard des enfants. Et deuxième livre plus exigeant de Tal Peter Bro-Merks, qui est décédé, c'était un jeune doctorant, il n'avait pas terminé sa thèse, et ce sont ses amis doctorants qui ont fait un livre avec les notes qu'il avait accumulées pour sa thèse. Ça s'appelle La domination oubliée. Lui-même a été victime d'inceste. C'est ce qui lui a donné envie de travailler sur ce sujet-là, la domination oubliée, politiser les rapports adultes-enfants. Je précise que je ne parle pas de politiser dans un sens partisan, je parle simplement de considérer enfin les enfants comme des acteurs et des actrices politiques. Voilà, merci beaucoup.